Salut les amis. Salut et bienvenue. Aujourd'hui nous nous retrouvons à l'extérieur, face à un feu de camp, car nous allons parler de légendes urbaines parmi les plus connues. Mais attention, pas n'importe quel thème. Les légendaires mythes du paranormal. Alors, on commence. Slenderman. Slenderman est né en tant que personnage de creepypasta, c'est le coin le plus terrifiant de l'internet, mais son histoire a eu une terrible conséquence. La légende a été créée en 2009 dans le cadre d'un concours Photoshop d'un site appelé Something Awful, dans lequel les participants devaient transformer une image normale en celle d'un personnage dans le style de H.P. Lovecraft. Eric Knudsen a créé Slenderman, un personnage grand, mince et sans visage qui, lorsqu'il est arrivé sur Internet, est devenu un homme mystérieux qui emmène les enfants dans les bois et leur ordonne de tuer. Cette histoire n'est pas basée sur une histoire vraie, mais, en 2014, elle a inspiré deux adolescentes, Morgan Geyser et Anissa Weier, à emmener une de leurs amies dans la forêt pour essayer de la tuer et convaincre Slenderman de les emmener. La jeune fille a heureusement survécu, elle a accusé Morgan et Weier, et les deux ont été arrêtés et accusés de tentative de meurtre. La Llorona. Cette légende mexicaine raconte l'histoire d'une femme qui erre dans les rues la nuit à la recherche d'enfants à enlever, qui remplacerait les enfants qu'elle a elle-même noyés dans la rivière après que son mari lui ait été infidèle avec une autre femme. Elle n'est pas une vraie femme, mais son histoire serait basée sur deux mythes aztèques concernant la déesse Jihuacóatl, qui était décrite comme une bête sauvage et un mauvais présage, et qui sortait soi-disant la nuit pour pleurer. Le second mythe parle de la déesse Chalchiotlicu, qui aurait protégé les eaux et noyé les gens, si bien que les Aztèques ont sacrifié des enfants pour l'apaiser. La partie la plus effrayante de la légende est qu'il existe des dizaines d'histoires de personnes qui disent avoir vu la Llorona la nuit, près des rivières où elle aurait ensuite disparu. L'homme papillon, un humain avec des ailes qui apparaît avant une catastrophe ou un accident. Cela semble fou, mais Mothman est une légende populaire et, comme pour la Llorona, des dizaines de personnes ont déclaré l'avoir vu avant un accident. L'un des cas les plus célèbres s'est produit en 1966, lorsqu'un homme de Virginie a affirmé avoir vu un homme brun voler à travers les arbres. 4 jours plus tard, 4 personnes dans une voiture ont rapporté avoir vu le même homme mystérieux avec des yeux rouges et d'énormes ailes. L'année suivante, un pompier a déclaré au Gettysburg Times avoir vu ce qui semblait être un oiseau géant aux yeux rouges, et un autre homme a dit avoir vu les yeux rouges de sa fenêtre un jour avant que son chien ne disparaisse. L'idée que Mothman était un messager de mauvaises nouvelles a été renforcée lorsque, le 15 décembre 1967, le pont d'argent de Point Pleasant s'est effondré, faisant 46 victimes. Bloody Mary. Si vous répétez Bloody Mary 3 fois devant un miroir, l'esprit d'une femme en colère va essayer de vous tuer, ou du moins c'est ce que dit la légende qui est basée sur l'histoire vraie de la reine Marie d'Angleterre. Au moment de sa naissance, Marie a été déclarée illégitime par un père qui attendait un héritier mâle, ce qui l'a amenée à être isolée. Marie souffre également de douleurs et de dépression inexpliquées, mais cela ne l'empêche pas de monter sur le trône à l'âge de 37 ans, après avoir épousé Philippe d'Espagne et être tombée enceinte. On a découvert plus tard que la grossesse était fausse et que cela coïncidait avec un ordre de la reine qui a causé la mort de 240 hommes et 60 femmes qui ont été brûlés vifs parce qu'ils étaient protestants, ce qui lui a valu le surnom de Bloody Mary. Une autre histoire derrière la légende raconte qu'une femme nommée Marie a été brûlée après avoir été déclarée sorcière. Marie aurait commencé à apparaître dans des miroirs pour se venger. Lorsque l'on fixe le miroir, son visage couvert de sang et terrifiant devrait apparaître et chercherait à vous attraper si on la regarde dans les yeux. On peut également, après avoir prononcé Bloody Mary, ajouter « He killed your baby », ce qui provoquerait une attaque mortelle et immédiate de Bloody Mary. La légende de Candyman. Ce classique de l'horreur des années 1990 raconte l'histoire d'un ancien esclave, Daniel Robitaille, qui a été lynché par un groupe d'hommes blancs après avoir été découvert avec une femme blanche et l'avoir mise enceinte. Son esprit est alors accidentellement invoqué et il commence à tuer des gens. La légende est censée être basée sur les lois sur la violence, le racisme et la ségrégation à Chicago. L'histoire originale est basée sur un récit de Clive Barker qui a été publié au moment où 48 meurtres ont été enregistrés dans le quartier afro-américain de Chicago, ce qui a conduit à l'union des deux pour créer la légende. La légende du Candyman est également liée à une histoire vraie. Le 22 avril 1987, une femme malade mentale du nom de Russie May McCoy a appelé le 911 pour demander de l'aide, affirmant que quelqu'un essayait d'envahir sa maison par le miroir de la salle de bain. Bien que les voisins aient rapporté des coups de feu, il a fallu 2 jours à la police pour arriver sur les lieux, et ils ont trouvé McCoy mort et un trou dans le mur de sa salle de bain. Amityville. La maison du diable. Le mercredi 13 novembre 1974, à 3h15 du matin, Ronald DeFeo Jr. prend son fusil et assassine son père,
sa mère, ses 2 frères et ses 2 sœurs pendant qu'ils dorment dans leurs lits respectifs. Le mystère qui subsiste réside dans le fait qu'aucun voisin n'a entendu de coups de feu et que selon l'autopsie, les corps n'ont pas été déplacés. Malgré le passé macabre de la grande demeure, une nouvelle famille, les Lutz, y emménage le 18 décembre 1975. George Lutz et sa femme Kathleen viennent de se marier et ont 3 enfants. Ils croient avoir trouvé la maison de leurs rêves et s'en portent acquéreurs. Après leur installation, ils se prétendent témoins d'une série d'événements de nature paranormale. Un journaliste et écrivain Jay Hanson en tire un roman à grand succès présenté intitulé Amityville, la maison du diable. Pourtant, après de nombreuses années de controverses, il fut démontré que les événements postérieurs à la mort des DeFeo furent très largement exagérés à des fins promotionnelles médiatiques dont Jay Hanson et la famille Lutz ont été les principaux acteurs. L'immeuble mystérieux de Manhattan, à New York, sur l'île de Manhattan, au 33 St. Thomas Street, un imposant building de 168 mètres de haut, ne comportant aucune fenêtre, affole la foule. L'acteur Tom Hanks s'en est même inquiété sur son compte Twitter. Pourtant rien de sordide à l'intérieur puisque l'édifice abrite les équipements de télécommunication de la firme AT&T, le plus grand fournisseur de services téléphoniques des États-Unis et l'un des opérateurs historiques d'Internet aux États-Unis. Aux origines de la légende de la Dame Blanche, sa seule évocation suffit à provoquer quelques frissons. Née dans les écrits du Moyen Âge, la Dame Blanche est toujours aussi glaçante. Si son potentiel effrayant n'a pas bougé, la légende a, elle, beaucoup évolué. Ce qui est intéressant avec cette croyance, c'est que les gens la pensent très ancienne, alors que, telle qu'elle est évoquée aujourd'hui, elle est en fait très récente, s'amuse Marie-Charlotte Delmas, historienne, spécialiste des croyances populaires, auteure du Dictionnaire de la France merveilleuse des fées malveillantes et des revenantes. C'est au Moyen-Âge qu'est évoquée pour la première fois l'existence de fées qualifiées de « femmes blanches ». Au XVIe siècle, il s'agit alors de fées malveillantes, particulièrement dangereuses pour les petits-enfants. Mais c'est au XIXe siècle, véritable vivier de légendes et de croyances populaires, que l'on retrouve le plus de traces de ces fantômes. La Dame Blanche désigne alors soit des fées, gardiennes d'un territoire sur lequel il est risqué de s'aventurer, soit des revenantes. Et ce sont ces femmes qui reviennent de l'au-delà qui vont marquer les esprits au XIXe siècle. Qualifiées de « dames », ces châtelaines réapparaissent dans leur demeure après leur mort. Le vêtement blanc qu'elles portent rappelle à la fois le suaire dans lequel on enveloppait traditionnellement les défunts mais aussi l'innocence de ses victimes, souvent mortes dans des circonstances tragiques, détaille l'historienne. Une croyance qui s'inscrit alors dans la culture chrétienne. Ces femmes n'ont pas reçu l'extrême onction avant de mourir, elles vont donc revenir dans le monde des vivants et apparaître à leurs descendants qui s'apprêtent à mourir, pour le préparer à la mort. Parmi les légendes de l'époque, l'une d'elles évoque le sort d'une ancienne châtelaine du Mât, à Saint-Just-près-Brioude, en Haute-Loire, morte sans avoir eu le temps de confesser ses fautes et condamnée à revenir sur terre. La Dame Blanche rôdait plusieurs nuits de suite autour du château, puis pénétrait dans la grande chambre, où elle réveillait ceux qui dormaient en les giflant, puis elle disparaissait. La dernière fois que l'on prétend l'avoir vue, c'est le 13 décembre 1880, à la mort d'une dame, mariée à un descendant de la Dame du Mât, cite Marie-Charlotte Delmas dans son Dictionnaire de la France merveilleuse. Avec le temps, la légende persiste mais s'adapte au nouveau code de la société. Ainsi, dans les années 1930, aux États-Unis, la Dame Blanche revient sous l'allure d'une autostoppeuse, qui, toujours drapée de blanc, apparaît aux automobilistes pour les sauver de la mort. La légende de l'autostoppeuse gagne la France dès les années 1960 et les récits se multiplient. Ainsi, le 20 mai 1981, la légende de la Dame Blanche passionne l'Hexagone. 3 adolescents de Palavas-les-Flots racontent avoir pris une femme en stop en pleine nuit. Silencieuse dans la R5, la passagère crie soudainement au conducteur de faire attention au prochain virage, qu'il passe dès lors en ralentissant. Avant que la mystérieuse femme habillée de blanc ne s'évapore. Quand de nombreuses légendes chrétiennes sont tombées dans l'oubli, celle de la Dame Blanche perdure à travers les âges. Mais comment expliquer un tel succès et une telle longévité? C'est le secret de toutes les superstitions. Pourquoi dans l'inconscient collectif certaines croyances vont demeurer de façon universelle et d'autres non? C'est un mystère. L'effrayante histoire de la bête du Gévaudan. En ce début d'été 1764, les habitants de la région du Gévaudan, qui correspond à notre actuelle Lozère, ne dorment pas tranquilles. Une bête féroce rôde, ils en sont sûrs, car voilà plusieurs jours que des bergers sont retrouvés morts. Et loin d'être un mauvais cauchemar, la terreur va durer 3 ans, jusqu'en juin 1767, et faire près de 130 victimes. Les rumeurs fleurissent, c'est un loup-garou, un gros chien dressé par un tueur en série, une force maléfique, un châtiment divin. Tout est supposé, rien n'est confirmé.
Au final, il semble que les attaques soient commises par de grands loups. 2 animaux sont abattus durant les 3 années que dure la traque et les agressions se raréfient aussitôt. La rumeur d'Orléans. À la fin du mois d'avril 1969, la France tourne une page avec le départ de Gaulle. La période d'indécision qui s'ouvrait était peut-être propice à faire naître cette folle rumeur d'Orléans, grâce à laquelle le bruit courut que plusieurs magasins de lingerie féminine tenus par des juifs organisaient secrètement le kidnapping de leurs clientes grâce à des trappes dissimulées dans les cabines d'essayage pour les livrer à des réseaux de traite des blanches en utilisant même un sous-marin capable de remonter le cours de la Loire avec sa cargaison humaine. Les lavandières de nuit, ces redoutables revenantes. Au XIXe siècle, cette légende terrorise plusieurs régions de France où, à la nuit tombée, on craint d'entendre les bruits de battoirs venant des lavoirs et annonciateurs de mort. Selon la légende, ces femmes sont des revenantes condamnées à revenir sur Terre pour venir laver le linge de l'enfant qu'elles ont tué. En réalité, au-delà de la condamnation de l'infanticide, la légende sert aussi un discours religieux contre l'avortement. Et voilà les amis pour aujourd'hui, j'espère que ce moment de frisson vous aura plu, nous ferons une deuxième partie dans ce thème. En attendant, on se retrouve à très vite, pour de nouveaux débats.